Donc, vous savez, le silence ne veut pas dire toujours consentement. Les juristes disent que pour que le silence... Monsieur le Président de l'Institut de droit international, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur, Messieurs les membres de l'Institut de droit international, professeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur et une joie de vous recevoir au ministère des Affaires étrangères. Un honneur parce que votre présence dans cette maison célèbre ce que le droit international a de meilleur. Des esprits éclairés, engagés pour faire avancer l'ordre juridique international. Une joie car ces moments sont précieux pour nous, diplomates et responsables. Ils nous permettent de prendre du recul sur l'action publique et de transcender l'immédiateté des agendas. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que les représentants des départements en relation avec la mer soient avec nous aujourd'hui, et je les salue. Mon propos aujourd'hui ne sera pas celui d'un technicien du droit. Je souhaite contribuer modestement à cet échange en offrant une perspective, celle d'un responsable politique qui doit conjuguer l'impératif de la souveraineté et de l'intérêt national avec les contraintes et les opportunités du droit. Mais permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques remerciements et hommages. Je veux remercier d'abord le professeur Bennouna, sans qui cette rencontre n'aurait pas été possible. Je veux saluer les juristes marocains et les membres de l'Institut ici présents. Certains d'entre vous ont contribué à la rédaction de textes fondateurs. D'autres ont façonné des législations et des jurisprudences. D'autres encore ont formé des générations entières de juristes. En cela, vous faites partie des gardiens de cette raison juridique, sans laquelle le monde sombrerait dans le chaos des volontés brutes. Un hommage enfin aux vétérans de la pensée maritime marocaine. Si Bennouna, bien entendu, mais aussi Feu Mohamed El Gharbi, qui aura réussi à ne jamais quitter la direction des affaires juridiques, mort et vivant. Les professeurs Chouki Serrini et Mohamed Lamouri, qui nous ont quittés récemment, mais dont l'héritage intellectuel est toujours présent. Et le docteur Driss Dahak, à qui l'on prête cette formule si juste, dépeignant les nations côtières qui ont choisi de rester sur terre. Ce n'est pas le cas du Maroc, je vous rassure, et c'est bien pour cela que nous sommes là. En effet, mesdames et messieurs, le Maroc a choisi d'être une nation maritime. Je dis bien choisi, car bien des nations côtières ont choisi, elles, de tourner le dos à la mer, d'où leur venaient tous les défis extérieurs. Ne l'appelait-il pas d'ailleurs Bahr al-Dhulumat, la mer des ténèbres? Le Maroc, pour sa part, a toujours assumé sa vocation maritime comme une identité. La carte du royaume parle d'elle-même. Deux façades maritimes, atlantique et méditerranéenne, un positionnement stratégique sur le détroit de Gibraltar, une ouverture maritime sur 3 continents, un voisinage immédiat de 2 thalassocraties historiques, l'Espagne et le Portugal, pour ne pas les nommer, et une zone économique exclusive et un plateau continental mitoyen de 4 pays, l'Espagne et le Portugal au nord, la Mauritanie et le Cap-Vert au sud. D'aucuns diraient que le Maroc n'a aucun mérite dans cette destinée maritime, qui lui est dictée par sa géographie. Encore faut-il ne pas oublier qu'une nation côtière n'est pas synonyme de nation maritime. Être une nation maritime, ce n'est pas seulement posséder des côtes, c'est penser, s'organiser, agir sur, dans et par la mer. C'est l'intégrer dans sa vision géopolitique du monde. C'est ce que le Maroc a fait tout le long de son histoire millénaire et encore plus sous le règne de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Si l'on remonte à l'indépendance seulement, l'on observera que très vite, le Maroc s'approprie ses espaces maritimes comme un attribut de sa souveraineté retrouvée. En 1960, il crée la Marine royale. En 1969, l'Office national des pêches est mis en place pour fructifier l'espace maritime. En 1973, le Maroc établit formellement ses eaux territoriales et décrète ce qu'on appelait à l'époque une zone de pêche exclusive. En 1975, il fixe ses lignes de base et en 1981, c'est la zone économique exclusive qui est déclarée. En 1992, enfin, on retrouve la première appropriation légale du plateau continental et son sous-sol. Ce processus, qui peut sembler tardif pour un État dont l'histoire maritime est ancienne,
est en réalité synchrone avec la chronologie mondiale. Les décennies 70 et 80 ont été celles de l'appropriation moderne des espaces maritimes. Le Maroc a, pour ainsi dire, pris la vague de la 3e conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, qui a codifié les règles applicables aux espaces maritimes entre 1973 et 1982. Le nexus droit de la mer-diplomatie s'en est retrouvé affirmé et consacré. C'est dans ce sillage que le dossier d'extension du plateau continental au-delà des 200 000 marins a été engagé. Pour marquer les 20 ans de la ratification de la Convention de Montego Bay, le Maroc a déposé en 2017 son information préliminaire auprès de la Commission des limites du plateau continental. Plus qu'un exercice technique, ce fut un acte politique majeur qui allie science, droit et défense des fondamentaux nationaux. En 2020, le Maroc a fait un pas supplémentaire en adoptant 2 lois importantes qui ont mis à jour les lignes de base et les espaces qui en dépendent dans leurs calculs. La loi 37-17 sur les délimitations des eaux territoriales et la loi 38-17 sur la zone économique exclusive. Ces lois font suite à une stratégie d'ensemble visant à mettre à jour notre législation nationale et à clarifier et à sécuriser nos frontières maritimes en pleine conformité avec la Convention de 82. Mesdames et messieurs, la pratique opérationnelle que je viens de décrire de manière linéaire dessine en creux une série de constantes qui forment le fil d'Ariane de la doctrine marocaine. La première de ces constantes, c'est l'intégrité territoriale. Le Maroc applique en mer le même principe d'unité nationale qu'à terre. En particulier, les espaces maritimes adjacents aux provinces du Sud voient s'appliquer la pleine juridiction du Royaume, dans le respect du droit international. Le légalisme ensuite. Le Maroc a toujours conçu le droit de la mer non comme une contrainte, mais comme un instrument d'équilibre et de légitimité. Ceci se traduit par la volonté constante d'inscrire ces décisions dans le cadre de la Convention de 82 et par le refus de toute démarche qui serait contraire à celle-ci. En d'autres termes, la légalité n'est pas un ornement, c'est un mode de la souveraineté, pour paraphraser Spinoza. Le corollaire de cela est le refus de l'unilatéralisme. Notre doctrine est que la délimitation maritime ne peut s'accommoder des faits accomplis. Chaque fois que nous en avons rencontré, nous avons réagi officiellement et fermement, par des positions calées au millimètre sur le droit de la mer. La 4e et dernière constante, c'est l'attachement au dialogue. La délimitation doit résulter d'un dialogue direct, serein et constructif. Les limites maritimes sont les seules frontières conçues pour être une ouverture. L'on ne peut concevoir une frontière maritime fermée, un Zouchbral en mer. Cela est rendu impossible par le principe même du droit de passage inoffensif. La délimitation maritime avec l'Espagne illustre bien, en Méditerranée comme en Atlantique, l'esprit qui sous-tend ces constantes. Les questions liées aux espaces maritimes sont abordées dans une logique de bon voisinage, de transparence et d'intérêt mutuel. La coopération maritime est le reflet d'une réalité politique plus profonde, la maturité du partenariat stratégique entre le Maroc et l'Espagne. Elle transcende les questions de délimitation pour embrasser les grands enjeux maritimes communs. Ceci démontre que lorsque 2 voisins choisissent la voie du dialogue, la mer cesse d'être une ligne de séparation pour devenir un trait d'union. Mesdames et messieurs, le droit de la mer, et vous ne le savez que trop bien, ne se résume pas à la délimitation. Son ambition est de favoriser le développement, de construire des espaces de coopération et de préserver l'environnement marin. Cette philosophie recoupe la vision maritime déployée par Sa Majesté le Roi, notamment dans son discours à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte en 2023. Ce discours dans lequel le souverain a tracé les contours d'une vision géostratégique où la vocation maritime du Maroc est érigée en pilier central de son développement et de son rayonnement continental. En appelant à une mise en valeur nationale de l'espace maritime et en envisageant cet espace comme un pôle d'intégration, le souverain a inscrit la destinée maritime du Maroc dans une dynamique de développement largement tournée vers l'Afrique. La vision royale consacre ainsi la mer comme un vecteur essentiel de prospérité nationale, un lien continental et de défense de la souveraineté. Le souverain a effectivement lié la pleine intégrité territoriale à l'affirmation résolue du Maroc en tant qu'acteur maritime majeur.
Cette vision dépasse la simple logique de souveraineté pour embrasser une perspective de communion économique et humaine à travers la mer, avec l'Afrique et l'Europe notamment. Sur le plan interne, cela s'est traduit par l'impulsion donnée à l'économie bleue, par l'accent mis sur le développement portuaire, notamment Tanger-Med, qui est aujourd'hui l'un des plus importants de Méditerranée et d'Afrique, et bientôt Dakhla Atlantique, qui a vocation à être un port hub pour l'Afrique et sur l'Afrique. Enfin, l'appel à la reconstitution d'une flotte nationale de marine marchande, forte et compétitive, afin d'assurer une connexion fluide avec l'Afrique et le monde. Sur le plan international, la mer est au cœur des grandes initiatives diplomatiques lancées par Sa Majesté le Roi ces dernières années. D'abord, le processus de Rabat, qui réunit depuis 2022 23 États africains atlantiques autour d'une vision commune, articulée sur 3 piliers: la sécurité maritime, la protection de l'environnement et la promotion d'un développement bleu durable. L'initiative royale pour l'accès des pays du Sahel à l'Atlantique est la deuxième initiative, lancée en 2023. Elle est une manifestation inédite de solidarité géopolitique. Elle vise à endiguer la contrainte de l'enclavement en assurant aux pays frères du Sahel un accès aux infrastructures portuaires marocaines. Enfin, le projet de gazoduc africain atlantique, lancé par Sa Majesté le Roi avec le président du Nigeria en 2016. Bien plus qu'une simple infrastructure énergétique, ce méga-projet structurant incarne une vision transformative, celle de la stabilisation régionale par l'imbrication des intérêts. En reliant 13 pays africains, ce gazoduc stimulera la création d'infrastructures locales et catalysera le développement industriel régional. C'est un pari sur la stabilité durable par la prospérité collective. Ces 3 initiatives royales soulignent avec force une vérité que le souverain n'a cessé d'incarner, celle qui veut qu'en Afrique, tout devient possible dès lors qu'une vision forte épouse une volonté ferme. C'est aussi l'idée que le Maroc a portée à la conférence des Nations Unies sur les océans, tenue à Nice en juin dernier, où Sa Majesté le Roi a coprésidé avec le président français un sommet africain de l'action en mer. L'Afrique ne peut avoir une lecture uniquement terrestre de son avenir. Son destin est aussi maritime. C'est cela le message du souverain. Mesdames et messieurs, cette approche globale qui est celle du souverain révèle 3 dimensions fondamentales du rapport du Maroc à la mer et à son droit. Elle traduit sa conviction que la mer n'est pas une frontière, mais un espace de connexion et d'intégration. En second lieu, elle montre la manière avec laquelle le Maroc appréhende et optimise ses espaces maritimes, non pas dans une perspective défensive, mais dans une logique de partenariat. Elle démontre enfin que le Maroc ne conçoit pas la Convention de Montego Bay comme un texte figé, mais comme un instrument dynamique, vivant. Ce sont les thématiques qui mobilisent l'action diplomatique du Maroc en ligne avec les hautes orientations royales. La Convention sur le droit de la mer n'est pas seulement un code de délimitation, c'est un instrument évolutif et pragmatique. Notre conviction est qu'elle peut servir davantage le développement, la sécurité et la coopération. Elle reste un cadre de référence, certes, mais c'est un cadre de plus de 40 ans qu'il faut mettre à jour. Le monde a changé, les océans aussi. Il est temps de penser une réforme de la gouvernance océanique qui intègre les avancées technologiques, la robotique sous-marine, l'exploitation minière, qui répondent aux impératifs environnementaux, la biodiversité, la pollution, l'acidification, et qui s'ouvre aux nouveaux usages de la mer, les énergies renouvelables offshore et les biotechnologies. Sans attendre cette réforme, l'entrée en vigueur de l'accord sur la biodiversité au-delà des zones de juridiction nationale, BBNJ, représente une urgence à la fois stratégique et éthique. Cet instrument historique comble un vide critique en haute mer. Pour l'Afrique en particulier, dont les économies côtières dépendent directement de la santé des océans, le BBNJ est une chance offerte à la gouvernance océanique pour précéder la crise, plutôt que de simplement la gérer. Mesdames et messieurs, par ces quelques réflexions et exemples puisés dans la pratique du Maroc, j'ai essayé d'illustrer la manière avec laquelle nous appréhendons le droit de la mer, non pas comme un droit figé, mais comme un corpus dynamique. Ma conviction est que oui, il est possible d'allier l'intérêt national et la solidarité régionale.
de conjuguer rigueur juridique et créativité politique, et de concilier protection des espaces marins et promotion de leurs valeurs économiques. C'est dans cette articulation entre le droit et le réel que réside la force du droit de la mer. Et c'est ce à quoi le Maroc entend continuer à œuvrer. Et je vous remercie. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.